Impression 3D, co-création, Fab Lab, une page de la création est clairement en train de se tourner. Désormais, le consommateur ou le citoyen, ça dépend comment on se place, se transforme en makers. Aidé d'une innovation à portée de main, il ne se contente plus de consommer les œuvres créées, mais de les réaliser lui-même, ce qui fait aujourd'hui une grande différence. Avec ce comportement de plus en plus systématique et inséré dans notre quotidien, c'est toute une économie qui va devoir s'adapter à cette nouvelle donne. On parle maintenant d'un makers mouvement qui est en train de simplement, non pas, ce n'est pas encore une lame de fond, mais ça arrive tranquillement, avec les professionnels, et puis après ça va tranquillement, je pense, déborder sur les consommateurs. Un petit chiffre, juste pour resituer tout ça, l'impression 3D, qui est un peu justement le fer de lance de ce maker mouvement, est un marché qui, en 2020, sera aux alentours de 8,41 milliards de dollars, ce qui est juste énorme. Et donc pour parler de ce sujet qui est très intéressant, je vais appeler avec moi Berthier Luit, qui est le président et fondateur de la FabShot et le producteur de l'événement Makers Faire. Eric Seuillet, le CEO Creative Cluster et de Discovery Innovation Lab. Geoffrey Dorn, le CEO de l'agence Human and Design, designer, chercheur et hacker aussi à 16h. Et Florent Cailly, le CEO de ShapeSlice, une entité qui scanne, modélise et imprime en 3D des projets. Je vais me mettre à côté de vous quand même, c'est plus sympa. Donc merci à vous d'être là, déjà dans un premier temps. J'ai une première question qui s'adresse un peu à vous quatre. On parle d'un véritable phénomène de société, non pas forcément d'une révolution technologique, parce que la technologie est déjà là, mais est-ce qu'on est vraiment à l'orée d'une nouvelle économie qui va radicalement changer notre mode de consommation? Qui veut prendre la parole? Eric Seuillet, en premier. La question est intéressante parce qu'effectivement, je crois que ce mouvement de co-création n'est pas si nouveau que ça. Il y a un certain nombre d'exemples qui remontent même au début du siècle dernier, qui montrent que déjà les usagers, les consommateurs étaient associés dans des démarches de co-création. Alors, ça a été popularisé et mis en exergue surtout par un peu le théoricien de la co-création qui s'appelle Eric Van Hippel, aux États-Unis, qui travaille au MIT, à la Sloan School of Management, qui a beaucoup travaillé pour 3M et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Democratizing Innovation et qui raconte ça. Alors, mais ça remonte déjà à une dizaine d'années. Ce qu'on peut, à mon avis, constater, c'est une accélération de ce mouvement des makers. Voilà. Alors, pour répondre à la question, c'était donc en germe déjà depuis assez longtemps. Simplement, on voit aujourd'hui une sorte de saut quantique qui est provoqué probablement par les nouvelles technologies, par l'impression 3D qu'on a vu, et qui accélère et qui démocratise justement toute cette co-création, cette fabrication, ce mouvement des makers. D'accord. Justement, en revenant à l'impression 3D, Berthier, vous êtes donc à l'origine de la FabShot, pardon. Vous vendez donc des solutions digitales d'impression et de prototypage, parce qu'il faut quand même savoir que l'impression 3D n'est au final que du prototypage, on est d'accord? On essaie de vulgariser. Ce sont des machines de prototypage rapide, les imprimantes 3D. Le mot d'imprimante 3D, il a été fait pour démocratiser le concept et frapper les esprits, plutôt que machine de prototypage rapide par fabrication additive, qui est la description exacte, mais un peu rébarbative du procédé. Comme l'intervenant précédent, comme Frédéric le montrait juste avant, il y a aujourd'hui on arrive à fabriquer des objets avec des matières qui sont commercialisables, l'argent, l'or notamment, le titane, tous les autres matériaux sont encore des matériaux pour le prototypage. Oui, les objets en plastique, les objets en résine, ça reste des solutions pour les industriels, pour le prototypage. Mais pour revenir sur votre première question et sur la manière dont le changement se fait, vous avez choisi comme titre Do It Together, qui est effectivement un des sujets que je développe dans d'autres conversations. En fait, le mouvement du do it yourself, du faites-le vous-même, il y avait une association du faites-le vous-même qui est apparue en 1955 en France, mais avant ça, depuis plus longtemps, le système D, le bricolage, c'est inhérent à l'humain.
Mais le mouvement, le changement, il se fait, la bascule en l'an 2000, avec l'apparition sur Internet du contenu généré par les utilisateurs. Le site web de Leroy Merlin, par exemple, qui laisse en fait, dès l'an 2000, le contenu est généré par les utilisateurs, qui explique comment monter un mur de pierre, comment faire sa peinture, comment faire son carrelage. C'est pas Leroy Merlin qui écrit, ce sont les utilisateurs qui animent la communauté. Le contenu généré par les utilisateurs, c'est le web 2.0. Et le Maker Movement, il est identifié en 2004 par l'inventeur du terme du Web 2.0, Dale Dougherty, qui formule le Maker Movement et qui observe qu'on est passé effectivement du do-it-yourself au do-it-together. Et c'est amplifié évidemment aujourd'hui avec Facebook, Twitter et les réseaux sociaux. Ok. Et tout à l'heure, justement, vous parliez de démocratisation. Vous êtes au cœur actuellement de ce nouveau marché. Ça ressemble à quoi exactement la démocratisation de ce type de marché ? C'est quoi ? C'est plutôt professionnel ? On a des consommateurs qui commencent à arriver, qui commencent à consommer ? Ou est-ce que toutes les personnes ici, par exemple, peuvent à un moment donné avoir accès à vos machines et pourraient les utiliser assez facilement et y trouver un intérêt ? Ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt ? Alors oui et non. L'imprimante 3D pour tout le monde, qui est un mythe véhiculé par les journalistes, je ne crois pas que ce soit dans toutes les maisons. D'abord parce que la plupart des gens ne savent pas faire de 3D, comme Frédéric le montrait précédemment, ça demande quand même un petit peu de pratique. Néanmoins, des machines à disposition de tout le monde, des machines pour les professionnels qui ont des applications pour le grand public, évidemment, mais pour le grand public, bientôt, des espaces de proximité. En fait, moi, je crois à un modèle où des machines seront dans votre quartier, à proximité de chez vous, et où vous pourrez fabriquer localement, près de chez vous, les objets dont vous avez besoin, le matériel dont vous avez besoin pour répondre à toutes les problématiques, qu'elles soient sociales, environnementales, économiques, tout ce dont vous aurez besoin, vous pourrez le faire à proximité de chez vous, dans des ateliers ultra connectés, ultra équipés. Ok. Florent, au travers de Shapely, justement, vous scannez, modélisez et imprimez en 3D des objets. Vous avez justement cette possibilité de pouvoir toucher le consommateur lambda, ou justement, comme Berthier, ça reste quelque chose de difficile aujourd'hui ? On ne le touche pas en direct. On va faire des applications qu'on va développer avec des marques qui elles-mêmes vont mettre sur le marché. Pour toucher... alors, une des méthodes, ça serait de mettre des applications en ligne où on peut dessiner son objet et l'imprimer. Mais ça, c'est pas notre métier. Nous, on va essayer de faire des choses complexes par impression 3D avec différents process de finition. Donc, vraiment arriver à des produits finis, vraiment aboutis. Donc, on aime bien pousser l'impression 3D dans ses retranchements et utiliser d'autres techniques de finition pour finalement que le produit qu'on reçoive, on ne se rende pas compte que ça soit de l'impression 3D. Et je termine sur le marché, ça peut être... on travaille beaucoup avec des artistes, donc on va faire des œuvres d'art. On va travailler avec des agences de communication qui vont, par exemple, la dernière application qu'on a faite pour BMW, donc on avait des dessins d'enfants qui ont été faits en boutique, donc c'est une expérience consommateur, un concours. Et les 15 gagnants de ce concours de dessin, on a pris les dessins, on les a modélisés, on les a imprimés, on les a finis avec une artiste au crayon pour donner cet aspect dessin. Donc les enfants se retrouvent avec leur jouet dessiné en fonctionnel, donc physique. Donc une voiture avec les portes qui s'ouvrent et qui roule. Voilà. D'accord, donc justement, vous parlez de projet artistique. Geoffrey, vous êtes designer. Quel est l'intérêt pour vous de pouvoir utiliser ce type de machine ? À mon sens, il y a d'une part le fait de pouvoir prototyper, ça c'est hyper important. La question que je soulèverais aussi, c'est demain, voilà, je donne une imprimante 3D à tout le monde. Qu'est-ce que vous allez créer ? Qu'est-ce que vous allez prototyper ? Qu'est-ce que vous allez fabriquer ? Et à mon sens, justement, ça se passe d'abord dans la tête. Pouvoir imaginer qu'on est capable de concevoir quelque chose plutôt que de l'acheter, plutôt que de le trouver en magasin, etc. Il faut qu'on puisse se dire, ça, je suis capable de le faire moi-même. Je suis capable de l'adapter à mon besoin. Et pour le prototypage, que ce soit artistique ou que ce soit pour le grand public, ça se passe d'abord dans la tête. Et en effet, on peut commencer soit à être autonome, soit à co-construire des choses. Donc ça, pour tout ce qui est au niveau de la question du design, parce que le design, ça n'existe pas tout seul. Le design, c'est transversal. Ça travaille avec des industriels, on travaille avec des entrepreneurs, on travaille avec beaucoup de gens à chaque fois. Et l'idée, c'est pouvoir arriver
à mettre dans la tête de toutes ces personnes que voilà, on va pouvoir ensemble faire les choses plutôt que de passer dans des circuits classiques de consommation. Donc il y a une forme de pédagogie à mettre en place? Il y a une forme de pédagogie en quelque sorte, de façon collective et de façon individuelle aussi. C'est aussi un regard critique qu'on peut émettre sur la société. Après, évidemment, comme tu le décrivais, c'est très intéressant, c'est un petit peu comme les cybercafés. À l'époque, on n'avait pas Internet à la maison et on a eu des cybercafés. On allait au cybercafé apprendre à se servir d'Internet, apprendre à vendre quelque chose sur Internet. Et puis voilà. Et puis un jour, on a eu Internet à la maison et aujourd'hui, on ne va plus jamais ou très rarement dans des cybercafés. Et pourtant, bon, ils se sont diversifiés. Peut-être qu'un jour, on aura des imprimantes 3D dans les cybercafés. Et voilà. Et je pense que ça va changer petit à petit et on aura des lieux comme ça de fabrication. Et peut-être que petit à petit, ça rentrera dans les maisons. Mais on a encore, à mon sens, le temps, et notamment, c'est dans les idées que ça va se passer. Bah oui, voilà, le frein principal, c'est évidemment la formation et l'éducation à ces technologies. Il y a quelque chose qui est vrai néanmoins, c'est que quand on a donné à quelqu'un le pouvoir de créer des objets soi-même, à partir de ce moment-là, on peut pas lui retirer, quoi. Et c'est ça, il y a dans cet élan, dans ce mouvement, cet optimisme qui, moi, me passionne, et qu'effectivement, quand on a libéré le frein et qu'on a donné aux gens le pouvoir de faire des choses, et ben c'est soudainement c'est comme un robinet qui coule et qu'on ne peut pas fermer. La création déborde et est souvent surprenante. Comme l'accès à la communication grâce à Internet et comme l'accès au savoir aussi grâce à Internet. Et aujourd'hui, on a du mal à concevoir qu'on ne peut pas savoir. C'est super compliqué. Tout à coup, on dit non, ça, vous n'avez pas le droit de le savoir. Aujourd'hui, avec Wikileaks, ce genre de choses, voilà, on a le droit de savoir. C'est devenu, comme tu dis, un robinet. Et si on a le droit de créer, ben on va créer et on peut le faire. Alors justement, Eric, au travers du Discovery Innovation Lab, vous accompagnez ces professionnels, enfin d'ailleurs vous le faites tous, je me focus sur lui, vous accompagnez ces professionnels dans les premiers pas. Quelles sont les premières recommandations que vous portez et à quoi ça ressemble exactement une formation aujourd'hui dans ce type de domaine? Alors, juste un mot peut-être pour présenter le Discovery Innovation Lab. C'est en fait un dispositif d'accompagnement à l'innovation qui travaille avec des professionnels, enfin des grandes entreprises, des porteurs de projets innovants, que ce soit des startups, des PME, voire même des institutions publiques ou autres. L'idée, c'est d'aider ces porteurs de projets innovants à passer du concept au marché. Et pour faire ça, on passe par deux choses qui sont importantes. Premièrement, c'est le prototypage de ces concepts pour les rendre tangibles. Et ça, c'est un point essentiel. Et c'est là où les Fab Labs sont importants parce que ça permet de prototyper de façon rapide. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un autre aspect qui, à mes yeux, est vraiment essentiel, c'est l'aspect expérimentation. Donc là, une fois qu'on a ce prototype, ce démonstrateur, enfin peu importe le terme, ça peut être une maquette numérique, on met ça entre les mains des futurs usagers de façon à ce qu'ils puissent co-créer. Donc le deal, pour nous, c'est un dispositif, c'est à la fois un Fab Lab, c'est un Living Lab. On est adossé à un dispositif qui s'appelle Creative Valley, qui est un hub d'innovation qui est situé au Kremlin-Bicêtre, qui est en train de se répliquer d'ailleurs dans d'autres endroits. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que tous ces dispositifs d'accompagnement à la création, les incubateurs, les accélérateurs, les tech shops, les Fab Labs, ça pousse comme des champignons à l'automne. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'on puisse en faire une sorte de spirale vertueuse en intégrant ces différentes briques. Voilà, de façon à pouvoir avoir un dispositif le plus complet possible. L'autre élément, c'est d'avoir accès aussi à des ressources. En l'occurrence, pour nous, c'est des écoles, c'est notamment l'école Epitech, qui est partenaire du deal, aux côtés de Creative Valley. D'accord, et on en parlait tout à l'heure, justement, on disait que le marché français est loin d'être en retard, parce qu'on n'arrête pas de dire que la France est toujours en retard, mais c'est loin d'être le cas. Ça représente quoi aujourd'hui le marché des Fab Labs, de l'imprimante 3D en France, et par rapport justement au marché mondial? Alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que c'est qu'un Fab Lab, mais donc les Fab Labs, ce sont des laboratoires de fabrication nés au MIT et qui se sont effectivement dupliqués. C'est un modèle qu'on peut répliquer c'est un modèle ouvert qu'on peut copier partout. Ça s'installe essentiellement dans les écoles et dans les librairies et dans les bibliothèques.
notamment aux États-Unis. Mais en France, on a quasiment autant de Fab Labs qu'aux États-Unis, officiels, qui adoptent cette charte du MIT, et encore plus dans les entreprises. Nous, on est fournisseurs de solutions clés en main pour les entreprises, les administrations, les institutions de Fab Labs. Et on a évidemment on a plus de clients en entreprise que de Fab Lab en université aujourd'hui. Alors quel intérêt justement pour l'entreprise aujourd'hui de mettre au point son Fab Lab ? Eh ben, de libérer la créativité. L'intérêt de ces machines, c'est que le privilège de l'innovation, du prototypage, de la création échappe au département de design et de création qui est en charge de ça. Et soudainement, les ressources humaines, le marketing, la logistique, tout le monde peut aller, je pense chez Renault au Creative Lab, tous les employés de Renault peuvent y avoir accès, et soudainement, je ne sais pas, à la logistique, cet employé qui est là depuis 15 ans et qui dit depuis 5-15 ans, bah, si je pouvais avoir cet outil, je gagnerais du temps et je ferais mieux mon boulot, bah, soudainement, au Creative Lab, il a accès à des machines, il peut prototyper, il peut essayer, il peut se tromper, il peut avoir des conseils. Et soudainement, eh bien, éventuellement, il peut améliorer son poste de travail ou il peut créer une innovation qu'éventuellement le groupe, dont le groupe bénéficiera, c'est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Et c'est ça ce qui est intéressant avec tous ces outils, c'est que le privilège de l'innovation échappe à ceux qui en avaient la charge. D'accord. Alors c'est très intéressant parce que vous me disiez aussi tout à l'heure qu'il faut malheureusement marketer le Fab Lab, ou heureusement, c'est pas un problème, et que vous, ça ressemble un peu à une formule de gymnase club. Oui, alors nous, en fait, l'année dernière, Fleur Pellerin a fait un appel à projet pour ouvrir des Fab Labs en France. Il y a eu 154 dossiers déposés dans toute la France, donc ça donne aussi une mesure de l'élan national, de l'intérêt de tout le pays sur ce sujet. Il y a eu 14 lauréats. 2 projets à Paris ont été primés. Le projet de l'usine, qui ouvrira dans le 13e à la rentrée, et notre projet qu'on appelle le Fab Club, et dont le modèle économique est celui d'un gymnase club, où au lieu d'avoir des machines pour faire de l'exercice, vous aurez des machines pour prototyper, des logiciels pour concevoir, et des établis pour fabriquer. D'accord. Florent, comment ça se passe avec vous êtes en lien, vous, directement avec les services marketing de certaines entreprises. Est-ce que les études marketing, par exemple, depuis un petit bout de temps, se servent énormément du prototypage? Est-ce que ça continue? C'est quelque chose qui s'amplifie ou pas? Alors, aujourd'hui, ça fait donc tout juste un an qu'on a été créé, nous, chez Plies. On a commencé Futur en scène l'année dernière. Et oui, on a remarqué que depuis, c'est vrai que ça s'amplifie, notamment les campagnes sociales. Il y a plusieurs applications. Après, la création, alors l'implication du consommateur aussi dans la création du produit. Globalement, oui, ça se développe. Ouais. Superbe. Geoffrey, une dernière question parce qu'il nous reste déjà malheureusement que 5 minutes et j'aimerais bien donner la parole aux personnes. On est en train, avec ce Maker Movement, on est en train de voir arriver une nouvelle forme de créativité et de création. Quelle image ça peut avoir et comment cela peut se mettre en place dans les années à venir? Parce que vous, en tant que professionnel de la créativité, vous avez forcément accès, mais c'est une créativité qui va être donnée à tout le monde. Ça va ressembler à quoi exactement? Alors justement, cette créativité qui peut être donnée à tout le monde, c'est très riche, très intéressant. Et d'un autre côté, comme tu le soulignais, on ne sait pas forcément faire de la 3D. Les gens ne savent pas forcément faire de la 3D. On ne sait pas forcément se servir des machines. Donc il y a tout un apprentissage. Et d'autre part, c'est quel est le processus pour créer un objet, pour créer un produit, un objet, ou alors juste un petit bout en plastique que je vais rajouter à une armoire Ikea parce qu'elle est cassée ou j'en sais rien. En tout cas, c'est quoi le processus? Et pour moi, il va falloir mettre en place des méthodologies qui peuvent être inhérentes au monde du design ou des méthodologies en tout cas qui sont créatives et qui vont pouvoir permettre d'arriver à notre propre but. Donc, à mon sens, l'avenir, d'une part, il y a les machines, c'est hyper important. D'autre part, vont se mettre en place des méthodologies d'apprentissage, des méthodologies de création, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir arriver à se dire « Ok, j'ai eu mon idée, j'arrive à penser que je peux créer la chose, et maintenant, comment est-ce que je vais mettre en phase mes idées avec mes moyens pour ensuite arriver à l'objet finalisé, ou au prototype en tout cas finalisé. » Et donc, ça va être vraiment, à mon sens, une bascule qui va s'opérer avec les méthodologies, comme on a appris à utiliser Internet. On va apprendre à utiliser et on va apprendre à créer. On a appris à créer sur Internet, on va apprendre à créer avec ces machines. Et à l'avenir, j'espère en tout cas que, tu parlais d'entrepreneuriat tout à l'heure, c'est à mon sens le côté création à l'intérieur
de sa communauté, à l'intérieur de sa famille, à l'intérieur de sa propre entreprise. Et donc ça va être aussi un regard qu'on va porter sur les lieux qui nous entourent pour pouvoir, et les gens qui nous entourent pour pouvoir leur apporter des choses meilleures, des choses différentes, des choses plus ludiques, plus poétiques, plus agréables, pour aussi enrichir notre quotidien. Ok, merci. Il nous reste à peu près 3 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Quelqu'un veut poser une question? Dites-moi oui, ça me ferait plaisir. Non, personne, même pas une. Moi, j'en ai une quand même. Quels sont aujourd'hui les secteurs industriels, enfin, hormis l'aéronautique et tous ces secteurs technologiques, qui sont le plus impliqués? Est-ce que le luxe, par exemple, est un secteur qui s'intéresse de près à l'impression 3D? Oui, oui, bien sûr. En fait, nous, 75% de nos clients, ce sont des professionnels, 25% la recherche et l'éducation. Et dans les professionnels, ça va d'artisans bijoutiers à Châteauroux aux plus grands groupes de luxe présents sur les Champs-Élysées. Quand on fabrique des chaussures, quand on fabrique des sacs à main, quand on fabrique de la joaillerie, de la bijouterie, quand on fabrique du packaging, on prototype. Et là aussi, l'impact de ces technologies, c'est que le coût du prototype a aussi beaucoup baissé. Et le rythme du prototype et la protection de sa propriété intellectuelle, tout ça est complètement bouleversé par le fait qu'on a une machine de prototypage qu'on appelle personnelle, parce qu'elle est sur son bureau, comme on a un ordinateur personnel. D'accord, bah écoutez, musique de fin. Donc merci à tous. Merci à vous quatre d'avoir intervenu. Je profite que j'ai le micro pour vous inviter. Samedi et dimanche prochain, au 104, on organise un événement qui s'appelle Maker Faire. Il y aura 150 makers, du tricot à l'électronique, de la robotique, des drones. Et si vous voulez voir des makers qui essayent de changer le monde dans lequel on vit, c'est samedi, dimanche, de 10h à 18h, au 104. Exactement, car on est tous des makers en puissance en fait. Donc voilà. Tous des makers.